Passons maintenant au deuxième diagramme, à savoir le diagramme des classes. Le diagramme des classes, c'est un diagramme qui modélise le système ou bien il décrit comment est fait le système. Alors, un système, il est composé essentiellement de plusieurs objets qui interagissent les uns avec les autres afin de réaliser les tâches qui ont été spécifiées au niveau de votre diagramme des cas d'utilisation. Et donc, le diagramme des classes, il permet de spécifier la structure d'abord du système et puis les liens qui existent entre les objets dont le système il est composé. Donc, le travail que vous êtes amené à faire lorsque vous voulez mettre en place un diagramme des classes, c'est un travail de décomposition du système. Si je vous demande de faire la modélisation d'une salle de cours, de la gestion d'une salle de cours, donc un système de gestion de salle de cours, vous allez dire que la salle de cours, il est constitué de tables, chaises, bureaux, tableaux. Puis il est constitué des étudiants et de l'enseignant, vidéoprojecteur, de la porte et de la fenêtre. Donc comme ça, on a fait une décomposition sous forme en objet de la classe, de la salle de cours, bien de l'opération de gestion de la salle de cours. Regardez avec moi cet exemple de diagramme de classe. Et donc, on voit chaque grand rectangle jaune, il représente une classe. Dans ce cas, on a un système qui est fait d'articles, de catégories, de commentaires, de livres, de disques, de vidéos, de lignes de commandes et de commentaires, de clients et d'adresses, donc pas mal d'objets. Chaque objet, comme vous le voyez, il est représenté sous forme d'un grand rectangle qui est divisé en trois parties. La première partie, il concerne son nom. La deuxième partie, il concerne ses attributs. Et la troisième partie, il représente ses méthodes. Donc, comment on va subdiviser? Nom, partie statique et partie dynamique. Expliquons comment ça marche. D'abord, il faut faire le lien entre la décomposition qu'on vient de faire de notre salle de cours et le monde réel. Donc, lorsque moi, je veux modéliser la gestion d'une salle de cours, donc là, je vais me baser sur la salle de cours où je suis, où j'existe. Et je vais, à partir de cette salle de cours que je suis en train de voir instantanément, je vais dire qu'elle est faite de tableaux, de bureaux, de tables, de chaises, d'étudiants, d'enseignants, de vidéoprojecteurs, de portes et de fenêtres. Par contre, en faisant cette modélisation, il faut penser à toutes les salles de cours qui peuvent exister. Et donc, il faut d'abord faire une instance et puis relier cette instance à un concept qui est abstrait. Parce que ça ne sert à rien de faire la gestion de la salle de cours numéro 6, la gestion de la salle de cours numéro 7, la gestion de la salle de cours numéro 8 d'une façon séparée. Donc, il faut faire une seule modélisation, un seul diagramme de classe. Et ce diagramme de classe, il va représenter notre façon de gérer les classes au niveau de notre école en général. Et donc, je dis qu'une instance est la concrétisation d'un concept abstrait. Prenez maintenant, par exemple, le stylo avec lequel vous êtes en train de faire votre prise de notes. Ce stylo, il vous appartient. Il a une description bien particulière. Alors, l'instance, c'est votre propre stylo. C'est mon stylo à moi, c'est ton stylo à toi. Par contre, le concept, c'est le stylo en général, le stylo que vous allez trouver dans tous les rayons des supermarchés, dans toutes les boutiques, chez tous les étudiants, chez toute personne qui veut prendre note. Et donc, l'instance, le stylo que vous êtes en train d'utiliser à ce moment-là, le concept, c'est le stylo en général. Donc moi, lorsque je fais la description, je me base sur le stylo que j'ai entre mes mains pour décrire un stylo à l'échelle universelle. Mais croyez-moi, cette description n'est pas une description unique, mais c'est une description qui dépend du contexte. Alors, si moi, je décris mon stylo avec la forme, la couleur et le niveau d'usure, combien j'ai utilisé d'encre dans mon stylo. Cette description-là, c'est une description qui est convenable à mon système, le système que je vais décrire. Une autre personne, il peut décrire un stylo avec sa marque et sa couleur uniquement et son code barre. Et ça suffit pour lui. Ni ma conception, il est fausse, ni sa conception, elle est fausse. Comment on peut gérer que cette description, elle est fausse ou elle est correcte, elle est bonne? Uniquement par rapport au contexte que je suis en train de modéliser. Dans ce système que je suis en train de modéliser, est-ce que c'est utile de décrire le stylo uniquement avec son code barre, sa marque et sa couleur, ou bien le décrire avec sa forme, sa couleur, le niveau d'usure, etc. Donc là, un
un objet est une instance d'une classe. Alors, l'objet, c'est la classe, c'est les voitures en général, c'est la classe voiture dans la nature. Et l'objet, c'est ma voiture à moi qui est une voiture noire. Alors, une classe décrit un type d'objet concret. Une classe spécifie la manière dont tous les objets de même type seront décrits. Donc, bien sûr, dans mon système, dans le système que je veux modéliser. Alors, par rapport à la relation entre deux objets, donc, vous, monsieur XY ou madame XY, vous vous appropriez le stylo, ou bien le stylo, il vous appartient. Alors, le stylo avec lequel vous êtes en train de prendre les notes, il vous appartient. Par contre, chaque stylo, il appartient, on peut dire, à quelqu'un. Donc, appartenir à quelqu'un, dans votre propre cas, appartenir à vous, c'est un lien entre vous et votre stylo. Et dans le cas général, ça s'appelle une association entre les concepts, entre le concept du stylo en général et le concept de l'étudiant en général. Alors, on peut définir une classe comme étant une description d'un ensemble d'objets ayant une sémantique, des attributs, des méthodes et des relations en commun. Donc, la classe article, il décrit l'ensemble des articles, que ce soit un article agroalimentaire, un article de beauté, un article livre, un article de loisirs, un article... donc, tous les articles que je vais trouver sur la grande surface, je vais les décrire de la même façon parce que pour mon système, c'est un article. Et là, dans le cas de notre exemple, il a une désignation et il a un prix et il a une fonction acheter. Alors, la classe, on a dit qu'il est composé de 3 parties, le nom, les attributs et les opérations. Et jusque-là, on a parlé du choix du nom. Bien sûr, le nom doit être un nom qui est générique et qui est convenable dans notre système, qui est convenable au système. Il faut appeler les choses avec leur nom dans la nature. D'ailleurs, la force du modèle orienté objet, c'est sa représentation symétrique au monde réel. Donc, si je veux faire la conception d'un système de gestion de salle de cours, et alors là, chaque chose, il a son équivalent dans la nature. Je vais appeler un tableau, je vais appeler une table, une chaise, un étudiant et un enseignant. Pour ce qui est de la partie attributs et méthodes, donc il faut, les noms, ils sont en minuscules. Par contre, le nom de la classe, il est en première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Alors, on peut dire que les attributs et les opérations sont les propriétés d'une classe. Donc, pour les attributs, c'est des propriétés qui sont statiques. Pour les méthodes, c'est des propriétés qui sont, bien les opérations, c'est des propriétés qui sont dynamiques. Quelle fonction peut faire cette classe dans le système? Un attribut décrit une donnée de la classe. Les types de l'attribut et leur initialisation, ainsi que les modifications d'accès peuvent être précisées dans le modèle. C'est-à-dire que lorsque je veux représenter une classe, alors on va faire un zoom sur le premier rectangle, qui est le nom, voilà, une première lettre en majuscule, le reste en minuscule, il représente le nom de l'objet tel qu'il existe dans la nature. Le deuxième rectangle, c'est les attributs, comment ils sont représentés. Et donc d'abord, vous remarquez qu'il y a un symbole. Ici, on a le symbole dièse. Puis, on a le nom de la propriété, 2 points, le type de la propriété. Alors, ce symbole dièse, c'est la modification, c'est l'accès de modification, ou bien le droit de modification qu'on a sur la propriété. Comme vous savez, dans le paradigme orienté objet, on a 3 types. On a les propriétés ou bien les attributs qui sont privés, et on les représente avec un moins. Les propriétés qui sont publiques, on les représente avec un plus. Et les propriétés qui sont protected, et on les représente avec dièse. Qu'est-ce que ça veut dire privé? Qu'est-ce que ça veut dire public? Qu'est-ce que ça veut dire protected? Alors, pour ce qui est de l'attribut privé, aucune autre classe ne peut accéder à cet attribut pour le manipuler. Aucune autre classe, c'est-à-dire au-delà de la classe à laquelle il appartient, aucune autre classe ne peut directement manipuler cette propriété. Pour la manipuler, il faut passer par une méthode. Il faut l'utiliser à l'intérieur d'une méthode et non pas l'utiliser directement. Ça, c'est privé.
Et c'est le concept d'encapsulation. Donc la propriété, il est caché à l'intérieur de la classe. Alors, le plus, pour le public, c'est l'inverse. Lorsqu'une propriété il est publique, il est accessible par tout le monde. Alors, toute autre classe, au-delà de la classe, en plus de la classe qui l'approprie, les autres classes, ils peuvent la manipuler directement. Ils peuvent faire des opérations sur cet attribut, faire des choses, changer de valeur, etc. Pour ce qui est de protected, alors protected, les autres classes, ils n'ont pas le droit de, tout comme le privé, ils n'ont pas le droit de manipuler, sauf, on a une exception, c'est les classes filles. Qu'est-ce que ça veut dire les classes filles? On va revoir le concept de l'héritage. Si on dit que l'animal est une classe mère, le chien, le chat, l'oiseau, l'insecte, hein, c'est des classes filles. Donc, les classes filles, ils ont le droit de changer. Si les classes ne sont pas des classes filles, alors ils n'ont pas le droit de changer. Pour ce qui est des opérations, alors les opérations à l'inverse Alors là, juste un autre point, c'est qu'on a l'accès, le mode d'accès, est-ce que c'est privé, moins, est-ce que c'est public, plus, est-ce que c'est protected, dièse. On a le nom de la propriété, 2 points sans type, est-ce que c'est float, est-ce que c'est chaîne de caractères, string, ou bien c'est, ici, c'est un autre type, donc c'est, par exemple, ici, on a le type commentaire. Comme vous le savez, dans l'orienté objet, on peut définir des types, non pas uniquement les types simples, c'est-à-dire char, integer, float, booléen, etc. Mais on peut définir des types d'autres classes. Si je définis ici la classe article, j'ai le droit dans une autre classe de définir une propriété, de points, elle est de type article. Donc ça, c'est la force du système et on va l'expliquer encore mieux lorsqu'on va expliquer les liens qui existent entre les classes. Donc pour ce troisième attribut, il est protected, il s'appelle avis internaute, il est de type tableau de commentaires. Ça, c'est comme ça qu'on représente le tableau. Donc tableau de commentaires, ça peut être un tableau vide, comme ça peut être un tableau qui contient plusieurs cases. Pour ce qui est des opérations, une opération est définie par son type ainsi que par les types de ses paramètres et le type de sa valeur de retour. Comme vous le savez, une opération peut être soit une méthode, soit une procédure, soit une fonction. Si c'est une fonction, il a un type de retour. Il va faire un traitement et il va retourner une valeur. Calcul d'âge, il va retourner la valeur de l'âge. Par contre, si c'est une procédure, il va faire un traitement, elle va faire un traitement, mais elle ne retourne rien. Alors, dans le cas où on a un type de retour, 2 points, on va spécifier le type de retour. Si c'est une procédure, on va mettre 2 points void pour dire que c'est une procédure. Au-delà de ça, donc, il y a aussi le mode d'accès. Le mode d'accès, il est toujours public pour les méthodes. Il n'y a pas de raison pour mettre une méthode private ou protected. Mais c'est possible, hein, on peut le faire si on veut, mais par défaut, toutes les classes, ils doivent être, parce que c'est la partie dynamique, c'est à travers les méthodes qu'on va accéder aux attributs. Donc, on va définir le nom de la fonction, bien on appelle ça sa signature, ses paramètres, chaque paramètre, 2 points sans type, virgule, paramètre, point sans type, virgule, etc. Si on a une dizaine de paramètres, on a le droit de les représenter. Si on n'a pas d'argument, on va faire comme ça, donc des parenthèses qui sont vides. Et puis 2 points, le type de l'opération. Est-ce que c'est une méthode? Est-ce que c'est une procédure? Ou bien c'est une fonction? Alors, pour l'implémentation, on peut par la suite implémenter ces classes avec n'importe quel langage de programmation à condition qu'il soit orienté objet, parce que c'est le paradigme orienté objet qu'on est en train de représenter.